écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Nous sommes aujourd'hui avec l'architecte, membre de Casa Mémoire, Kalim Louissi. Salut Kalim. Salut Reda, merci pour l'invitation. Bienvenue dans ce podcast Histoire, encore une fois consacré à cette ville qui le mérite bien. On va parler aujourd'hui de l'urbanisation de Casablanca. Et je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Par où est-ce que tu veux commencer, s'il te plaît ? En fait, je vais commencer par dire que l'histoire de l'urbanisation de Casablanca est une histoire passionnante, en fait, qui est étudiée un peu partout dans les écoles d'archi, par les urbanistes dans le monde. Et en fait, on dit, pour aller très vite, on dit que Casablanca est un laboratoire de l'urbanisme pendant le XXe siècle. Alors moi, en fait, ce podcast, j'aimerais bien qu'on le mène en se disant si Casablanca est un laboratoire de l'urbanisme au XXe siècle, c'est quoi les grandes expérimentations urbaines qui ont lieu dans la ville pendant ce XXe siècle. Attends, excuse-moi, je t'interromps avant d'aller plus loin. Tu es en train de nous dire que quelque part, je sais pas, dans des écoles d'architecture à l'étranger, ils étudient ce qui s'est passé à Casa. Casablanca est une ville d'avant-garde. Casablanca est une ville nouvelle, XXe siècle. Bon, bien sûr, la ville préexistait avant, mais la ville nouvelle de Casablanca est une ville qui a fait date, qui a été publiée dans les revues du monde entier, en fait, à plusieurs étapes, plusieurs temporalités. D'abord, au début, au moment de l'avènement du protectorat, le plan Prost, et puis après le plan Écochard. Donc c'est ces questions-là qu'on va essayer d'expliquer, en fait, c'est quoi les expérimentations urbaines qui ont lieu à Casablanca, et puis dans quel contexte historique, social, économique, politique, culturel, ces expérimentations ont eu lieu. Donc c'est à travers ces questions qu'on va essayer, à travers des moments d'inflexion que je vais déterminer, d'exprimer en fait comment cette ville a évolué, comment l'objet Casablanca a évolué pendant tout le XXe siècle. Eh ben, je t'en prie, on t'écoute. En fait, on commence par expliquer ce que c'est la ville de Casablanca avant l'avènement du protectorat. On a tendance à dire que Casablanca était une bourgade avant le protectorat, ce qui est pas tout à fait raisonnable, parce que la ville comptait 20 000 habitants dans un contexte 19e siècle où la population marocaine ne dépasse pas les 6 millions d'habitants, où seulement 8% de la population marocaine habite dans le milieu urbain. À titre de comparaison, Rabat, à la même époque, c'est 27 000 habitants. Donc en fait, tout est relatif, petite bourgade, mais que représente-t-il par rapport à un plan urbain au Maroc ? C'est une ville qui est quand même d'une assez grande importance. Casablanca, en 1906, c'est le premier port national, donc qui dépasse le port de Tanger et le port d'Essaouira. Donc en fait, les échanges sont importants. Il y a une ligne ferroviaire de la compagnie maritime Paquet qui relie Casablanca aux principaux ports français. Et en fait, l'arrière-pays est riche en céréales, en produits d'agriculture, en laine, etc. Et donc, en fait, tout cela amène une grande communauté européenne à s'installer à Casablanca, en plus des riches commerçants marocains qui viennent à Casablanca. Donc, on est déjà dans une ville qui est assez conséquente, qui est assez grande, qui est d'une importance certaine. Et le protectorat décide d'en faire la capitale économique du Maroc dès son arrivée à Casablanca. Premier point, donc c'était pas un trou, quoi, en fait, pour aller vite. C'était pas non plus la métropole, mais c'était pas effectivement un trou, c'était une ville qui était importante sur le littoral marocain, qui représentait beaucoup en termes d'échanges économiques. Alors, pour décrire la ville, on a un plan du docteur Weisberger, un plan établi en 1906. Je partagerai après, en fait, les podcasts, ces plans-là, parce qu'ils sont importants et ils facilitent la lecture de la ville. On comprend très rapidement la ville. Alors, en gros, on a une médina qui est dans le prototype de toutes les médinas arabo-musulmanes. Donc une médina avec une structure avec des rues principales, des rues secondaires, en fait les drb, et puis la privacité qui se décline des grandes rues vers les petites rues. Alors cette médina est constituée en 3 parties. Un quartier musulman en dur, construit en pierre, les tnakr,
qui sont des habitations aussi pour musulmans, mais qui sont juste en chaume. Donc en fait, on va dire les tnakr, pour résumer, ce seraient les bidonvilles d'aujourd'hui. Donc des habitations éphémères, des gens qui viennent d'arriver en ville. Et puis le mlah. Donc en fait, on a ces trois entités. Le mlah étant constitué de maisons en dur et de maisons en chaume. Donc là aussi, dans la communauté judaïque marocaine, on a des gens qui viennent d'arriver à Casablanca qui n'ont pas encore de l'habitat durcifié. On est toujours au début du XXe siècle. Alors là, ce plan, il date de 1906. C'est l'état des lieux avant la conférence d'El Djagiras, avant la décision de la construction du port de Casablanca par les Français, avant toute cette aventure urbaine. Alors, pour comprendre les grands changements qu'il y a eu, Casablanca, en fait, était bordée au nord-est par le littoral et la ville, en fait, était à même le littoral. C'est-à-dire, en fait, quand on a Bab el Marsa aujourd'hui, en fait, qui est cette porte nord de la ville, à côté de la place Ahmed el-Bedawi, quand on sortait de cette porte, on était directement dans le littoral. Aujourd'hui, en fait, tout ce territoire, on voit la double voie, etc., le port, tous ces terrains ont été gagnés sur la mer. Donc, en fait, c'est une ville comme les Essaouira ou les villes littorales marocaines traditionnelles, avec une fortification et puis avec un élément défensif, la Sqala, en fait, qui défend la ville, qui a été construite par Sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah. À l'est de la ville est limitée par l'Oued Bouskoura, et puis au-delà de l'Oued, on a le cimetière musulman. Au sud-ouest, on a le cimetière israélite, et toute la ville est entourée de vergers qui permettent c'est une culture vivrière pour la ville. Et chose importante à noter, déjà en 1906, on avait décidé de construire une fortification. C'est en fait sur le plan de 1906, on voit une nouvelle fortification, le Sor Jdid, qui est une nouvelle enceinte censée accueillir un nouveau quartier de Casablanca. Donc la ville, en termes de densité, était déjà assez dense et on prévoyait de l'agrandir. Donc en fait, tout ça pour montrer que la ville connaissait un grand essor et qu'elle connaissait un développement important. Alors juste après cette image, en fait, avec le plan Westberger de 1906, ce qui se passe entre 1906 et 1912, avec l'arrivée officielle du protectorat. Donc en fait, il faut savoir qu'il y a eu le débarquement à Casablanca en 1907. Et à partir de ce moment-là, il y a des quartiers qui ont commencé à se construire extramuros, à l'extérieur de la ville. Il y a même un urbaniste qui pas vraiment urbaniste, qui est plutôt topographe, tardif, qui va essayer de faire un plan de lotissement pour l'extension de Casablanca. Et c'est à Tardif qu'on doit ce qu'il appelait le boulevard circulaire, qui est en fait ce boulevard qui relie la mer à la mer et qui part en fait du boulevard Zarqtouni, en fait au niveau de la mosquée aujourd'hui, jusqu'au niveau de boulevard La Résistance, et il rejette vers la mer. Donc en fait, c'est une sorte de périphérique qui est censé en fait constituer une nouvelle ramification de la ville de Casablanca, une ville radioconcentrique en fait qui part de la Médina, qui est au centre et puis qui s'agrandit tout autour de la Médina avec ce boulevard circulaire. Donc c'était une sorte de première rocade, quoi. C'est une sorte de première rocade. C'est en fait Zarqtouni, je répète, juste pour que les gens comprennent bien, Zarqtouni qui s'enchaîne avec la Résistance et qui fait comme ça le tour autour de une espèce de demi-cercle autour du port de Casablanca ou de Médina de Casablanca. C'était la première rocade de Casablanca. Alors l'image est magnifique. D'ailleurs, j'en ai une, je peux la partager aussi. C'est une image où on voit la Médina, on voit les portes. Donc toutes les portes de Bab el-Medina, Bab Marrakech, Bab el-Kbir, Bab el-Bahar dont j'ai parlé tout à l'heure. Et en fait, toutes ces portes, en fait, ont des continuités, des traversées, donc en fait, qui partent vers les routes principales, vers Mazagan, Jdida, vers Rabat, vers Marrakech, etc. Et c'est ces axes-là qui sont aujourd'hui les boulevards structurants de la ville. Donc c'est ces axes-là qui font aujourd'hui le boulevard Abdelmoumel, le boulevard Hassan II. Tous ces boulevards, en fait, sont quelque part des choses qui sont déjà tracées dans le territoire avant même l'avènement du protectorat. Donc c'est autour de cette route qui relie les villes marocaines que va s'urbaniser la ville et qui vont constituer les artères principales de la ville. Et donc, en opposition à ces pénétrantes, il y a en fait cette grande circulaire qui est le boulevard Zarqtouni Moukawama, qui vient relier en fait ces pénétrantes entre elles. D'accord, donc on a une sorte de boulevard circulaire avec des rayons, en fait, comme les rayons d'une roue et le pourtour de la roue, c'est ça? Exact. Et l'urbanisation, en fait, a commencé au départ d'une manière anarchique autour de ces axes. Donc, en fait, on a commencé à construire, comme dans les patelins qu'on traverse le long des routes nationales, on a commencé à construire autour de ces patelins avant que Prost arrive et décide de faire un plan d'urbanisation, un plan d'aménagement de la ville de Casablanca. Alors, quand est-ce qu'arrive ce monsieur Prost et que propose-t-il? Alors, Prost arrive au Maroc en 1914 parce qu'il a été désigné chef du service de l'urbanisme du protectorat.
Alors, pour l'anecdote, en fait, Prost, dans sa mission initiale, il n'avait pas à développer le plan de Casablanca. On l'a mandaté, l'UOT l'a mandaté pour travailler sur 4 villes, Rabat, Marrakech, Fès et Meknès, les villes impériales. Et donc, en fait, Casablanca ne faisait pas partie du deal, sauf que, juste avant son arrivée, il y a une sorte de manifestation qui a lieu, en fait, une manifestation de propriétaires et qui réclament un plan pour Casablanca. C'est drôle de voir, en fait, comment un plan d'urbanisme est désiré par les propriétaires, alors qu'en général, les propriétaires ont horreur des plans d'urbanisme. À Casablanca, l'urbanisme, au début, a été désiré, souhaité, réclamé même par les propriétaires, qui voulaient, en fait, mettre fin à l'anarchie régnante et à toute la spéculation qu'il y avait dans la ville de Casablanca. Alors Prost, d'abord pour comprendre, il y a un duo en fait dans l'histoire de cette première installation à Casablanca. Il y a le duo Prost-Lyautey. Lyautey étant un général et un militaire atypique. On n'est pas dans la figure autoritaire du général. C'est quelqu'un, enfin, on va dire entre guillemets, d'érudit. Donc en fait, qui a une grande connaissance et des questions de l'Orient et des questions de l'urbanisme. Et qui a un intérêt pour ça, qui a un intérêt pour la construction, qui a un intérêt pour cette mission au-delà du maintien de l'ordre ou de la conquête, ce qu'ils appelaient la pacification, c'est-à-dire la guerre du Maroc. Il y avait un intérêt, une vision. On peut la critiquer bien sûr, mais il faut reconnaître qu'on est devant un personnage qui a marqué qui on est aujourd'hui, quoi. Alors pour étayer en fait cette hypothèse, l'UOT en fait fréquentait le musée social. Alors qu'est-ce que le musée social? Le musée social, c'est une organisation, on pourrait aujourd'hui l'appeler think tank. En fait, c'est une organisation qui regroupait un certain nombre de penseurs en Europe et qui a été créée à la veille du centenaire de la Révolution française, 1889. Dans l'objectif de préparer en fait l'expo universelle que connaît Paris en 1889. Là où on a construit la Tour Eiffel par exemple, où on a fait un certain nombre d'aménagements urbains à Paris. Et donc en fait dans ce musée social, il y avait des débats entre un certain nombre d'architectes, urbanistes, etc. Et l'UOT fréquentait en fait cette institution et c'est là où il a connu en fait toutes les personnalités qu'il va ramener à Casablanca. C'est un réseau, quoi. Il s'est fait son réseau. Il s'est fait son réseau et donc en fait il avait la connaissance qu'il fallait et il avait les personnes qui étaient à même d'amener de l'expertise. Par exemple, les premières personnes qu'il ramène, c'est Forestier. Forestier est un paysagiste français. C'est à lui qu'on doit le plan de Séville ou les plans de Buenos Aires par la suite, enfin les plans verts, les jardins pays de ces villes. Et en fait, l'UOT l'amène en mission au Maroc. Et donc, en fait, il lui demande de réfléchir à des villes-jardins, à des villes qui sont construites autour de parcs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la France était un peu en arrière-plan des questions urbaines, comparé aux pays industrialisés européens, l'Allemagne, l'Angleterre, qui étaient déjà des pionniers, en fait, avec la révolution industrielle et tout l'exode que vont connaître les villes de ces deux pays. Donc, en fait, il y a toute une réflexion urbaine, un certain nombre de principes d'hygiénisme, parce que il y a aussi ces questions qu'on revit aujourd'hui de virus. On est au début du XXe siècle, fin XIXe, donc il n'y a pas encore de vaccin miracle ni d'antibiotiques. Donc les virus sont quelque chose de mortel. Et donc en fait, on commence à réfléchir à comment rendre les villes mieux aérées, mieux ensoleillées. Donc en fait, comment faire circuler les vents, etc., etc. Et donc en fait, ces pays étaient à l'avant-garde. Donc en fait, au musée social, on discutait de ces choses-là. Et la cité jardin, donc en fait l'IOT arrive et dit je vais faire des villes jardins, des villes construites autour de parcs. Il amène Forestier pour réfléchir à cette notion-là. Il amène aussi un urbaniste qui s'appelle Agache, qui a travaillé en France pour réfléchir avec lui à ces questions. Et c'est qu'en 1914, soit 2 ans après l'installation de l'UOT à Casablanca, qui fait appel à Prost pour réfléchir au plan d'extension de la ville de Casablanca. Alors Prost, c'est un architecte diplômé des Beaux-Arts à Paris et il a une riche correspondance avec un certain nombre d'urbanistes imminents qui ont exercé un peu partout dans le monde. Par exemple, Josely qui a réalisé le plan d'extension de Barcelone ou Ebrard qui a réalisé le plan de cette Thessalonique. Avec ces architectes, l'UOT a maintenu une grande correspondance avant, pendant et après le plan de Casablanca. Et c'est pour ça que Jean-Louis Cohen, en fait, quand il parle du plan d'urbanisme de Casablanca, il parle de transurbanité. Transurbanité, il l'emprunte à transtextualité qu'on retrouve dans la littérature, dans la mesure où il considère que dans Casablanca, dans le plan de Casablanca, il y a des fragments de villes européennes
que Prost connaissait. Donc en fait, il y a des fragments de villes comme dans les autres villes européennes, on trouve des fragments de Casablanca. Donc en fait, il y a des... Il faut que tu nous décrives les deux choses. Hein. Il faut que tu nous dises quels sont les fragments européens qu'il y a dans Casablanca et où sont les fragments de Casablanca dans le monde. En fait, on va le développer tout autour de cet exposé. En fait, on va le voir aussi dans la seconde partie du XXe siècle. Casablanca étant un territoire d'expérimentation. Donc, par exemple, quand Prost en fait présente à l'IOT ce boulevard en fait qui va de la place aujourd'hui des Nations Unies, donc la place de France à l'époque, ou la grande place de Casablanca, Sahel Kibira de Casablanca, donc en fait extramuros de la Médina, il décide en fait de cet axe qui va de cette place-là vers le port de Casablanca. Et quand il présente le plan à l'IOT, l'IOT dit... On parle de la rue des Bazars, là. La rue des Bazars, au fait Bouani. Voilà. À l'époque, elle s'appelait les 4e Zouaves. Donc quand il lui présente en fait cette voie-là, l'IOT dit ça ressemble étonnamment à la Canebière de Marseille. Donc voilà un exemple de transurbanité. La place administrative, la place Mohamed V aujourd'hui, en fait, Saht el-Hammam, où il y a Nafora, etc. Cette place-là est là en fait une grande ressemblance, que ça soit dans sa forme ou dans les bâtiments qui la constituent, avec la place Stanislas à Nancy. Il faut dire que D'accord. D'où est originaire l'IOT? Et l'IOT et Prost, ils sont tous les deux nancéens. Donc en fait, il y a une similitude entre cette place et la place Stanislas à Nancy. Donc en fait, voilà, il y a des éléments de similitude qu'on va retrouver entre ces deux villes. L'IOT et Prost, en fait, avant de procéder au plan de Casablanca, ils décident de s'armer d'un arsenal juridique qui n'existait pas. Donc, il y a 3 dahirs qui sont très importants et qui vont permettre d'élaborer la ville. Le premier dahir concerne les expropriations. Donc, il faut dire aussi que c'est une ville coloniale, donc violente. On va exproprier les gens et on va faire des choses qu'on peut pas faire en métropole. Donc, on est en pays colonisé, donc on peut se permettre. Donc, un dahir régissant l'expropriation pour utilité publique. Un deuxième dahir relatif au syndicat de propriétaires. Il est très important ce dahir parce qu'il va permettre d'expérimenter quelque chose qui vient de la culture allemande et qui a été expérimenté à Casablanca avant d'être expérimenté en France par la suite. C'est la question du remembrement. Donc en fait, le remembrement, c'est plutôt que d'avoir des terrains. Le remembrement, on en parle plus dans le monde rural. C'est le moment, en fait, on a pris les parcelles qui étaient biscornues, qui suivaient en fait des éléments topographiques, etc. On les a rendues toutes rectangulaires, carrées, pour la machinisation, donc pour que le tracteur puisse être efficace en monde rural. Donc il a fait la même chose dans le milieu urbain, pour que, en fait, justement, les parcelles qui sont construites le long des boulevards soient des parcelles de forme géométrique maîtrisée. Donc, il a rassemblé les propriétaires qui avaient des terrains de formes variées. Ils font un syndicat entre eux et ça lui permet, en fait, de faire le remembrement. Et le troisième dahir, qui est aussi important, c'est le dahir qui permet de faire les plans d'aménagement et d'extension des villes. Alors, ce dahir, promulgué au Maroc en 1914, il sera en fait l'origine de la loi française sur les plans d'aménagement qui n'est votée qu'en 1919 en France. Donc tout ça pour voir que on est dans un terrain d'expérimentation, on est en train de voir, on a parlé de la cité jardin, on a parlé du remembrement, on a parlé des lois et tout ça en fait permet d'asseoir un plan de ville sur un certain nombre de théories. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le plan Prost ? Pour les principes en fait qui permettent à Prost de générer son plan, il y a d'abord une vraie connaissance du sol, de la géologie en fait du sol casablancais. Et donc en fait de cette connaissance, il décide en fait qu'il y a une partie à l'est de la ville où le sol est dur. Donc c'est sur cette partie-là qu'il va construire et les immeubles et la partie industrielle. Et la partie ouest de la ville, où les sols en fait sont plutôt cultivables, il va décider d'en faire en fait une cité-jardin avec les zones villas, avec toutes les zones. La ligne de démarcation, la ligne qui sépare l'est et l'ouest, c'est l'oued Bouskoura en fait. Et le long de cette oued Bouskoura, il va installer à un moment donné le parc de la Ligue arabe. Alors il faut expliquer ce que c'est que l'oued Bouskoura parce que les gens, enfin personne, je pense, aucun de nos auditeurs, non, n'a jamais vu ce oued. Donc c'est un vrai oued avec de l'eau. C'est un vrai oued avec de l'eau, mais en fait comme le sont un peu de nombreux oueds marocains, en fait c'est un oued qui va charrier des choses et qui va couler d'une manière agressive par moment de creux et qui au même temps peut avoir un débit très faible par moment. Donc en fait c'est pas une rivière, c'est pas Marbeh. Mais c'est effectivement un oued qui comme Stensift plutôt. Ouais, ou l'oued Maleh donc c'est un oued. Passe par où ce oued? Alors il traverse Casablanca, donc il arrive
du côté de Sidi Marouf, par exemple, c'est là où on a aujourd'hui les bâtiments de l'office d'échange. Il arrive à Sidi Marouf et après en fait il emprunte, allez on va dire le boulevard Anouel, Abdelmoumen et en fait Hassan II. Et il va arriver jusqu'au parc de la Ligue arabe et puis en fait il va continuer par l'Hansali, par les bazars et il va se déverser dans l'océan Atlantique à côté du port. D'accord. Au niveau de la gare Casaport. Au niveau de la gare Casaport, exactement. Ce oued a été canalisé, en fait, il a été canalisé dans la ville et aujourd'hui, en fait, quand il est en période où il y a de l'eau, en fait, il passe sous terrain, en fait, dans Casablanca. D'accord. Donc c'est cette oued là qui fait la distinction entre la partie industrielle, donc qui va devenir Ain Sebaa, Roche-Noire, etc. Mais même la Médina, c'est en fait, il y a l'ancienne Médina. Et enfin, les villas, etc., l'Oasis, Beau Séjour, tout ça, en fait, qui se trouve à l'ouest. Et à l'est, on va avoir le centre-ville actuel, le centre de Casablanca, donc là où il y a les immeubles, puis Roche-Noire, puis Haï Mohammadi et Ain Sebaa. Alors, ce plan de Prost, il est intriguant à plusieurs égards. D'abord, la dimension. Prost, en fait, il arrive, Casablanca, c'est 20 000 habitants vivant dans la Médina et c'est quelques fragments de construction à l'extérieur de la Médina. Et lui, il décide de faire un plan sur un territoire immense. Donc, en fait, il y a déjà une croyance dans l'essor de la ville de Casablanca. C'est-à-dire, en fait, il est... Une ambition, quoi. Une grande ambition. Une ambition. Il décide d'en faire un plan polycentrique. Donc, en fait, imaginons la gare Casa-Voyageurs aujourd'hui. Donc, il crée un boulevard, le boulevard Mohamed V aujourd'hui, qui va du centre-ville à la gare, qui fait plus de 2 kilomètres. En fait, alors qu'il n'y a rien. En fait, il crée une gare à 2 kilomètres de la ville et un boulevard. D'accord. Et donc, en fait, il décide que, par la force des choses, tout ça va se remplir. La Médina fait 50 hectares, l'ancienne Médina. Il construit un parc de la Ligue arabe qui fait 17 hectares. Donc, un objet immense au milieu de la ville. Et il décide de mettre un réseau de parcs, plusieurs, qui sont reliés avec ce parc-là. Donc, il y a le parc de Merdour, l'Ermitage, Belvédère, parc de la Ligue arabe. En fait, il y a un réseau de parcs que lui inspirent, en fait, les recommandations de Nicolas Forestier. Et entre ces parcs-là, il met un réseau de voies paysagères. Donc, en fait, c'est ces fameux boulevards Moulay Youssef, donc, plantés de palmiers, etc., qui sont des sortes de promenades urbaines qui permettent de relier un parc à l'autre. Donc, en fait, une ambition gigantesque pour une ville naissante. L'UOT, en fait, décide d'un développement séparé des communautés. Et donc, en fait, dans ce développement séparé des communautés, qui est une sorte, pour dire le mot, une sorte d'apartheid de l'époque, où on décide que chaque communauté va se développer indépendamment de l'autre. Donc, en fait, ça exige de construire, en fait, des objets qui sont très séparés dans l'espace, que ce soit dans la ville de Casa, Rabat, Marrakech, Fès. En fait, on s'est toujours éloigné de la Médina. La différence à Casablanca, c'est que la Médina n'est pas l'objet le plus grand, et donc la ville coloniale est quelque part plus grande que la Médina. Et puis on construit aussi pour la population locale une nouvelle Médina, qui est le quartier des Habous. Et donc ça aussi, en fait, on fait un objet qui est éloigné. Donc Casablanca devient en fait une ville avec des îlots qui sont reliés entre eux avec ces sortes de boulevards paysagers. D'accord. Ces Habous ont été développés dans notre podcast, hein, mais ce quartier des Habous... Il y a l'idée d'y installer des notables entre guillemets indigènes, c'est bien ça. Une bourgeoisie indigène, quoi. Une nouvelle, une élite locale. Je pense que dans la démarche coloniale, il n'y a pas une distinction à faire entre bourgeoisie et population locale. C'est qu'on pense en fait à amener en fait, on répond juste à un besoin pressant. Parce qu'il faut se dire qu'en parallèle des Habous, se sont construits les cités ouvrières. En fait, en parallèle des Habous, la ville de Casablanca a connu la construction de cités ouvrières destinées au prolétariat. Et donc, les cités ouvrières, on peut citer la cité Sossika, la cité Cozumar, la cité de Lafarge, aujourd'hui appelée Bchar el-Kher. Donc, en fait, qui sont à côté des usines et qui sont censés abriter une population ouvrière. Et puis les Habous, c'est un quartier pour les autres Marocains arrivant des commerçants et lettrés arrivant des grandes villes marocaines. Il y avait l'idée chez Prost, Lyautey et ses architectes de l'époque coloniale de fabriquer des choses pour les besoins spécifiques des Marocains, ou comment eux comprenaient les besoins spécifiques des Marocains. Dans leur logique, il y a un produit à adapter.
Est-ce que tu peux nous développer cette idée telle qu'il avait dans leur tête, en fait? Oui. Alors, si on voit le plan de Casablanca, il y a une distinction à faire entre la nouvelle ville européenne, donc qui est une ville, comme on a expliqué tout à l'heure, d'avant-garde, un peu avec des principes d'hygiénisme et en fait en installation du progrès et de la modernité. En même temps, on fait un urbanisme culturaliste. Un urbanisme culturaliste, c'est quoi? C'est un urbanisme en fait qui s'inspire du contexte local, qui essaie de comprendre les objets qui sont préétablis, donc en fait existants dans les villes marocaines, et en fait et de le reproduire d'une manière moderne. Parce que si le Habous essaie de reproduire la Médina, la typologie ou le plan des Habous est un plan complètement rectiligne, donc en fait rien à voir avec le plan de la Médina. Mais en fait, on va essayer d'adapter à certaines choses. On va construire des maisons à patio, on va mettre en place des galeries d'arcades, donc pour se protéger du soleil, donc en fait pour avoir des commerces agréables. Alors pour ça, en fait, l'IoT fait venir Albert Laprade. Albert Laprade est un architecte qui a beaucoup voyagé, en fait, qui a voyagé un peu partout dans les pays d'Orient et qui établit une série de croquis, qui a essayé d'analyser l'architecture traditionnelle de la région, que ce soit au Maghreb ou au Mashrek. Et donc, en fait, il vient et il fait lui aussi un rapport que Prost va prendre en considération. Et Prost va faire appel à deux jeunes architectes qui vont développer tous les Habous, avec et les logements et les équipements, c'est Cadet et Briand. Cadet et Briand, ils ont énormément construit, c'est eux qui ont fait le Mahkama au Habous, et qui ont fait les mosquées des Habous, ils ont aussi fait la Banque du Maroc. Donc en fait, c'est une architecture qui essaie par mimétisme de copier l'architecture traditionnelle, même si elle en a pas tous les attraits. Donc en fait, c'est une sorte d'hybridation entre une architecture et un urbanisme moderne et un urbanisme traditionnel représentatif des colonies. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a fait le Habous comme un exemple riche de cette architecture, mais on a aussi des exemples aussi intéressants qui sont plutôt dépouillés en termes de décoration, etc., mais qui arrivent à transcender l'esprit de l'architecture locale. C'est les fameuses cités ouvrières, ou encore plus tard, la cité de Ain Shor, qui est construite dans les années 40 et qui reproduit en fait ce même type de procédé urbain. Donc en fait, c'est dans le principe du développement séparé des communautés, on essaie d'adapter l'architecture aux populations, aux différentes populations. On essaie d'adapter l'architecture aux populations et on essaye aussi de respecter le mode de vie tout en européanisant les structures quand même. Voilà, parce que je sais pas si j'ai bien résumé ça, mais c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple ces Habous de loin, parfois on a l'impression, ça bug un petit peu. C'est-à-dire qu'on emmène aujourd'hui les gens, les touristes, voir ça comme quelque chose de typiquement marocain, et en même temps effectivement dans la structure on voit bien quelque chose d'européen dans les volumes. Mais quand on se rapproche, on retrouve du marocain, etc. Donc on est dans une espèce de fusion qui est exactement cette production coloniale, même impression quand on regarde le Mahkama ou quand on regarde... Alors c'est vrai que ça peut être une vision un peu paranoïaque d'une ville qui est une hybridation entre deux choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez le colonisateur, quand on parlait des questions urbaines, il y avait deux soucis majeurs. Le premier, c'est les questions d'hygiène, parce qu'on avait peur des contaminations, on avait peur des épidémies, des maladies. Et le deuxième souci, c'est un souci de sécurité. D'où la séparation entre les zones, mais aussi quand on fait des villes adaptées pour les populations locales, en fait, on veille à ces questions d'hygiène, d'aération, de largeur de rue, etc., qui sont pas, en fait, les mêmes que dans les médinas. Et du coup, en fait, ça produit un urbanisme qui est pas forcément celui de la Médina, parce qu'en fait, on est dans un urbanisme de la ligne droite, contrairement à une sorte d'urbanisme organique qu'on va retrouver dans nos médinas, qui sont générés d'une manière spontanée. Ce qui est intéressant à Casablanca, parce qu'en fait souvent quand on parle de patrimoine casablancais, on parle d'architecture art déco, on parle d'objets architecturaux. Mais ce qui m'intéresse par-delà l'architecture, c'est comment en fait Prost arrive à concevoir des ensembles urbains cohérents. Et en fait, quand on se balade dans le centre-ville de Casablanca, quand on est au boulevard Mohamed V, par exemple, on a des objets qui se juxtaposent les uns aux autres, qui sont d'années très différentes, enfin, construits dans les années 20, 30, 40, ou même dans les années 2000. Mais l'ensemble est cohérent, en fait. Et c'est par l'urbanisme que Prost arrive à dicter un certain nombre d'éléments, notamment la galerie sous arcade, la hauteur des bâtiments, les porte-à-faux, en fait, et tout ça, en fait, vient, en fait,
avant l'architecture, dicter un certain nombre d'éléments à l'architecture, ce qui fait qu'on a des architectures aussi riches les unes que les autres, très différentes les unes que les autres, mais on a un ensemble très cohérent. Et ça, c'est la richesse et la particularité de Casablanca. C'est quelque chose, en fait, qui serait pour moi particulière à Casablanca. Quand on se balade dans le Paris haussmannien, on a souvent en fait des ensembles qui sont tous construits à la même période, ou quand on se balade dans une ville néoclassique ou classique. Alors qu'à Casablanca, en fait, on a des styles architecturaux très différents. On a du néo-mauresque, on a de l'art déco, on a du modernisme, on a même du brutaliste qui arrive et qui se juxtaposent les uns aux autres. Et en fait, on a l'urbanisme qui fonctionne comme une sorte de liant, comme une sorte de matière qui vient amalgamer cet ensemble et qui vient faire en fait de ce centre-ville un ensemble très cohérent. Il faut que tu nous donnes on ne peut pas laisser passer cette liste comme ça. On est là pour apprendre des choses, donc tu vas nous donner un exemple par style que tu as décrit. En commençant, alors tu as parlé de mauresque et tu as fait une liste un par un, s'il te plaît, pour la culture générale de la mienne et celle de nos auditeurs. D'accord. Alors pour comprendre en fait l'évolution de l'écriture architecture de Casablanca, rien de plus simple que de se rendre sur la place administrative et de voir les bâtiments qui la constituent. En fait, le premier bâtiment qui se construit, c'est la Poste. La Poste est un bâtiment néoclassique. Alors, par néoclassique, on entend un style éclectique. Donc, en fait, on a une hybridation de plusieurs choses. On a des éléments qui sont empruntés à l'architecture, à l'arabisance. Donc, en fait, aux architectes qui viennent des autres colonies, donc d'Algérie, de Tunisie. On est au début du protectorat, donc en fait on est un peu arabisant, mais on mélange ça à un style classique, donc ce qu'on appelle le néoclassique. Après, on a le tribunal qui est le deuxième bâtiment. Et là, en fait, on est dans une architecture néo-marocaine ou néo-mauresque. Alors, c'est quoi une architecture néo-marocaine? C'est une architecture classique, mais on vient, en fait, mettre en façade des éléments de l'architecture traditionnelle marocaine. Qarmoud, Zlige, la pierre, etc. Mais donc, qui viennent décorer une structure européenne. Qui viennent décorer un plan qui a une géométrie complètement classique. Et puis, petit à petit, on va s'adapter, on va avancer. Alors, on a le troisième bâtiment de la place, qui est la Wilaya. Et dans la Wilaya, on peut déjà parler d'une architecture art déco. Donc, en fait, on prend, en fait, l'artisanat local et, en fait, on va la développer. On va prendre le travail des artisans traditionnels sur le Jlij, mais on va intégrer de nouveaux motifs géométriques, on va intégrer de nouvelles couleurs, on va intégrer un certain nombre de choses nouveaux. Et puis, en fait, on fait une architecture qui transcende l'architecture locale. Quand on rentre dans la Wilaya, on a ce système de patio qui renvoie à une architecture traditionnelle. Donc, en fait, on a compris l'architecture traditionnelle, on l'a digérée, on n'a plus envie de faire du mimétisme de cette architecture, mais on fait un saut vers la modernité tout en étant inspiré de l'architecture locale. Et puis après, il y a la modernité. Donc la modernité, on va avoir des bâtiments aux lignes épurées, dépouillées. C'est par exemple les boulevards de la conservation foncière et tout ce complexe administratif qui est construit à côté de la Wilaya, où on a en fait des lignes pures. Alors sur cette place-là, on n'a pas de brutalisme, mais on a du brutalisme juste à côté. Le brutalisme, c'est un mouvement architectural qui voit le jour dans les années 50 et c'est en fait un rejet d'une nouvelle génération d'architectes de la décoration et des arts décoratifs. Et donc, en fait, ils veulent une architecture complètement sobre, dépouillée, mais qui va à l'essentiel. Donc, c'est pour ça que, alors, souvent, on relie le brutalisme au béton brut de décoffrage, mais le brutalisme, c'est au-delà de ça. Donc, en fait, c'est une architecture dépouillée. On peut avoir de la pierre, on peut avoir du bois dans les pays nordiques. Donc, en fait, c'est des matériaux exprimés dans leur forme initiale, et donc en fait on va voir la richesse de l'architecture et pas le travail sur le matériau. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un exemple de brutalisme à Casablanca? Il y en a beaucoup. Il y a le stade d'honneur est un exemple c'est un exemple de brutalité dans le sens que comme dans le figuré. Donc le stade. Ah mais sérieusement, c'est du brutalisme ça? Oui, c'est une architecture brutaliste. Alors, tel que tu me décris le brutalisme, je pense beaucoup à Agadir. Alors, Agadir mérite un podcast à elle seule, parce que à Agadir, tous les architectes qui ont travaillé, en fait, ils étaient imprégnés de cette philosophie du brutalisme. Donc, les Azaguri, Zevako, en fait, Rio, tous ces architectes, Ansalem, tous ces architectes étaient des brutalistes purs dans l'âme. Et aussi Rabat. En fait, Rabat, tous les équipements, en fait, qui ont été construits après l'indépendance, donc toutes les universités, les Irfan, etc., c'est des bâtiments brutalistes. Un bâtiment à Rabat qui serait une référence en termes d'urbanisme, c'est l'ancien siège de la BNDE et qui est juste en face de la gare de Rabatville. Rabatville, ouais. Très bien. Merci Karim pour cette première partie passionnante de ce podcast consacré à l'urbanisation de la ville de Casablanca.
ville de Casablanca, dont on se rend compte que toutes les théories qui expliquent qu'elle n'a pas d'histoire, qu'elle n'a pas d'intérêt, qu'elle n'a pas de cachet, tombent à l'eau les uns après les autres sous la pression de nos intervenants dans ces podcasts. C'est la fin de la première partie. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous la semaine prochaine puisqu'on a la suite à vous raconter et vous parler de la deuxième partie du XXe siècle où il s'est passé énormément de choses dans cette ville qui aident à comprendre ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Merci Kalim, à la semaine prochaine les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.